ici l'occasion de jeter un regard d'ensemble sur le lent développement de notre théorie de la libido. L'analyse des névroses de transfert nous a imposé tout d'abord l'opposition entre les pulsions sexuelles dirigées vers l'objet et d'autres pulsions que nous n'identifiâmes que très imparfaitement et que nous désignâmes provisoirement sous le nom de pulsions du moi. Au premier rang de celles-ci, il nous fallut reconnaître les pulsions qui servent à l'autoconservation de l'individu. On ne pouvait pas savoir quelles autres distinctions il convenait de faire ici. Rien n'aurait pu nous aider autant à fonder une psychologie correcte qu'une vue même approximative sur la nature générale des pulsions et leurs particularités éventuelles. Mais il n'y avait pas de domaine de la psychologie où l'on tâtonna autant dans l'obscurité. Chacun posait en principe autant de pulsions ou de pulsions fondamentales qu'il lui plaisait, et on jouait comme faisaient dans la Grèce ancienne les philosophes de la nature, avec leurs 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. La psychanalyse, qui ne pouvait de toute façon se passer d'une hypothèse sur les pulsions, s'en tint tout d'abord à la distinction populaire que préfigure l'expression faim et amour. Du moins, n'était-ce pas là ajouté à l'arbitraire. Cette distinction permit à l'analyse des psychonévroses de conquérir tout un domaine, le concept de sexualité et du même coup celui d'une pulsion sexuelle, dû bien sûr être étendu au point d'englober bien des choses qui ne pouvaient être rangées sous le chef de la fonction de reproduction. Cela n'alla pas sans faire du bruit dans le monde rigoriste, distingué ou tout simplement hypocrite. La psychanalyse fit le pas suivant lorsqu'elle put approcher de plus près le moi psychologique qu'elle n'avait d'abord connu que sous l'aspect d'une instance refoulante, censurante et capable de construire des moyens de protection, de produire des formations réactionnelles. Il est vrai que des têtes critiques et autres esprits au large vue avaient depuis longtemps reproché au concept de libido d'être limité à l'énergie des pulsions sexuelles orientées vers l'objet. Mais ils ont négligé de nous faire savoir d'où leur venait cette meilleure façon de voir, et ils n'ont pas su en tirer des conclusions que l'analyse put utiliser. En avançant plus prudemment dans l'observation, on a été frappé en psychanalyse par la régularité avec laquelle la libido est retirée de l'objet et dirigée sur le moi introversion. En étudiant les phases précoces du développement de la libido chez l'enfant, la psychanalyse parvint à l'idée que le moi est le réservoir véritable et originaire de la libido, qui doit partir de là pour s'étendre vers l'objet. Le moi prenait alors place parmi les objets sexuels et était aussitôt reconnu comme prévalant parmi eux. On appela narcissique la libido qui séjourne ainsi dans le moi. Cette libido narcissique était naturellement aussi la manifestation de la force des pulsions sexuelles au sens analytique du mot, et on fut obligé d'identifier celle-ci aux pulsions d'autoconservation dont l'existence avait été admise d'emblée. Ainsi, l'opposition que nous avions établie à l'origine entre pulsions du moi et pulsions sexuelles s'avérait inadéquate. Une partie des pulsions du moi se voyait reconnaître une nature libidinale, des pulsions sexuelles vraisemblablement à côté d'autres pulsions opérées aussi dans le moi. On est cependant en droit de dire qu'il n'y avait rien qui soit aujourd'hui à rejeter dans l'ancienne formule. La psychonévrose repose sur un conflit entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles. Il s'agit seulement de caractériser maintenant d'une autre façon, à savoir du point de vue topique, la distinction des deux sortes de pulsions qu'on tenait à l'origine pour une différence qualitative, sans préciser davantage. La névrose de transfert, en particulier cet objet d'étude spécifique de la psychanalyse, reste le résultat d'un conflit entre le moi et l'investissement libidinal d'objets. Mais nous devons maintenant insister d'autant plus sur le caractère libidinal des pulsions d'autoconservation que nous risquons ce nouveau pas, reconnaître dans la pulsion sexuelle l'éros qui conserve toute chose et voir dans la libido narcissique du moi un résultat de l'addition des quantités de la libido par lesquelles les cellules du soma adhèrent l'une à l'autre. Mais voici que nous nous trouvons en face de la question suivante. Si les pulsions d'autoconservation sont elles aussi de nature libidinale, il n'y a peut-être absolument pas d'autres pulsions que libidinales. Du moins n'en existe-t-il pas d'autres qui soient visibles, mais alors il faudrait donner raison aux critiques qui ont cru pressentir, dès le début, que la psychanalyse expliquait tout par la sexualité, ou aux novateurs comme Jung qui hâtivement ont utilisé le terme de libido dans le sens de force de pulsion en général.
Doit-il en être ainsi? Une telle conclusion ne serait pas du tout conforme à notre intention. Nous sommes bien plutôt partis d'une distinction tranchée entre pulsion du moi égale pulsion de mort et pulsion sexuelle égale pulsion de vie. Nous étions même prêts à mettre aussi les prétendues pulsions d'autoconservation du moi au nombre des pulsions de mort, proposition que nous n'avons pas maintenant en rectifiant ensuite nos vues. Notre conception était dès le début dualiste et elle l'est encore aujourd'hui de façon plus tranchée dès l'instant où les termes opposés ne sont plus pour nous pulsion du moi, pulsion sexuelle, mais pulsion de vie, pulsion de mort. La théorie de la libido de Jung est au contraire moniste en appelant libido ce qui est pour lui l'unique force de pulsion. Il ne pouvait que créer de la confusion sans que cela doive nous influencer davantage. Nous supposons qu'il y a là à l'œuvre dans le moi d'autres pulsions encore que les pulsions libidinales d'autoconservation, mais il faudrait que nous soyons capables de les mettre en évidence. Il est regrettable que l'analyse du moi ait fait si peu de progrès et qu'il nous soit vraiment difficile de démontrer leur existence. Les pulsions libidinales du moi peuvent d'ailleurs avoir un lien particulier avec les autres pulsions du moi que nous ignorons encore. Même avant que nous ayons clairement reconnu le narcissisme, on supposait bien déjà en psychanalyse que les pulsions du moi ont attiré à elles des composantes libidinales. Mais ce sont là des vues bien incertaines dont nos adversaires ne tiendront guère compte. Il reste fâcheux que l'analyse ne nous ait jamais permis de prouver jusqu'à présent que l'existence de pulsions libidinales. Ce n'est cependant pas une raison pour adopter la conclusion qu'il n'en existe effectivement pas d'autre. Dans l'obscurité présente de la doctrine des pulsions, nous aurions bien tort de rejeter toute idée qui vient nous promettre quelques lumières. Nous sommes partis de la grande opposition pulsion de vie, pulsion de mort. L'amour d'objet lui-même nous montre une seconde polarité de ce genre, celle de l'amour tendresse et de la haine agressivité. Si seulement nous parvenions à mettre en relation ces deux polarités, à ramener l'une à l'autre. Nous avons de tout temps reconnu l'existence d'une composante sadique de la pulsion sexuelle. Dans 3 essais sur la théorie de la sexualité dès la première édition de 1905, nous savons qu'elle peut se rendre indépendante et dominer comme perversion toute la vie sexuelle de l'individu. Elle se détache aussi comme pulsion partielle dominante dans une des organisations prégénitales, selon mon expression. Mais comment déduire de l'éros, qui conserve la vie, la pulsion sadique, qui a pour but de nuire à l'objet? N'est-on pas invité à supposer que ce sadisme est à proprement parler une pulsion de mort qui a été repoussée du moi par l'influence de la libido narcissique, de sorte qu'elle ne devient manifeste qu'en se rapportant à l'objet? Il entre alors au service de la fonction sexuelle. Au stade d'organisation orale de la libido, l'emprise amoureuse sur l'objet coïncide encore avec l'anéantissement de celui-ci. Plus tard, la pulsion sadique se sépare et finalement au stade où s'est instauré le primat génital, en vue de la reproduction, elle assume la fonction de maîtriser l'objet sexuel dans la mesure où l'exige l'accomplissement de l'acte sexuel. En fait, on pourrait dire que le sadisme expulsé hors du moi a montré la voie aux composantes libidinales de la pulsion sexuelle. Celles-ci vont se presser à sa suite vers l'objet. Si le sadisme originaire ne se voit ni tempéré ni mélangé, alors s'établit l'ambivalence bien connue de l'amour et de la haine dans la vie amoureuse. Si une telle hypothèse est permise, nous aurions réussi à mettre en évidence, il est vrai sous forme déplacée, un exemple de pulsion de mort. Seulement, cette conception est bien loin de tomber sous le sens de l'impression qu'elle donne et franchement mystique. Nous en venons à nous demander si nous n'avons pas cherché à tout prix un moyen de nous tirer d'un grand embarras. Nous pouvons ici invoquer qu'une telle hypothèse n'est pas nouvelle, que nous l'avions déjà faite une fois alors qu'il n'était pas encore question d'être embarrassé. Les observations cliniques nous ont en leur temps imposé l'idée que le masochisme, pulsion partielle complémentaire du sadisme, se comprendrait comme un retournement du sadisme sur le moi propre. Mais que la pulsion se tourne de l'objet vers le moi ou qu'elle se tourne du moi vers l'objet, ce qui est le point nouveau ici en question, cela n'est pas par principe différent. Le masochisme, la pulsion qui se tourne contre le moi propre, serait donc en réalité un retour à une phase antérieure de cette pulsion, une régression. La formulation que j'ai à ce moment-là donnée du masochisme
devrait être modifiée dans ce qu'elle a de trop exclusif. Il pourrait être aussi un masochisme primaire, ce que je refusais alors. Dans un travail riche de contenu et de pensée, mais qui malheureusement ne m'est pas toujours parfaitement clair, Sabina Spielrein a anticipé toute une partie de cette spéculation. Elle caractérise la composante sadique de la pulsion sexuelle comme destructrice. Mais revenons aux pulsions sexuelles conservatrices de la vie. La recherche sur les protistes nous a déjà appris que la fusion de deux individus sans division consécutive, à savoir la copulation, a sur les deux individus qui se séparent bientôt l'un de l'autre une action fortifiante et rajeunissante. Ils ne montrent pas de signes de dégénérescence dans les générations ultérieures et il semble qu'ils aient été rendus capables de résister plus longtemps aux dommages produits par leur propre métabolisme. Je pense qu'on peut trouver dans cette unique observation le modèle de l'effet qui résulte aussi de l'union sexuelle. Mais comment la fusion de deux cellules peu différentes peut-elle produire un tel renouvellement de la vie? L'expérience sur les protozoaires, où l'on remplace la copulation par l'action d'excitation chimique ou même mécanique, permet de donner avec certitude la réponse. Cet effet se produit par l'apport de nouvelles sommes d'excitation. Mais voici qui cadre bien avec l'hypothèse selon laquelle le processus vital de l'individu conduit pour des raisons internes à l'égalisation de tensions chimiques, c'est-à-dire à la mort, tandis que l'union avec la substance vivante de l'individu hétérogène augmente ces tensions, introduisant pour ainsi dire de nouvelles différences vitales qui doivent alors être réduites par la vie. Cette hétérogénéité doit naturellement comporter un ou plusieurs optima. On sait que nous avons reconnu dans la tendance à la réduction, à la constance, à la suppression de la tension d'excitation interne, la tendance dominante de la vie psychique et peut-être de la vie nerveuse en général, principe de nirvana selon une expression de Barbara Lowe. Comme elle exprime le principe de plaisir, nous trouvons là l'un de nos puissants motifs de croire en l'existence de pulsions de mort. Mais ce qui perturbe sensiblement la suite de notre raisonnement, c'est encore une fois de ne pas pouvoir prouver justement pour la pulsion sexuelle le caractère de compulsion de répétition qui nous a d'abord mis sur la trace de la pulsion de mort. Sans doute le domaine des processus évolutifs embryonnaires abonde-t-il en phénomènes de répétition et l'expérience des deux cellules germinales de la reproduction sexuelle et toute leur histoire ne sont elles-mêmes que des répétitions des débuts de la vie organique. Mais il n'en reste pas moins que l'essentiel des processus que vise la pulsion sexuelle est la fusion de deux corps cellulaires. C'est elle seule qui assure chez les êtres vivants supérieurs l'immortalité de la substance vivante. En d'autres termes, il nous faut être mieux informés sur l'apparition de la reproduction sexuelle et sur l'origine des pulsions sexuelles en général. Et c'est là une tâche qui ne peut que faire reculer un profane et que les spécialistes eux-mêmes n'ont pas pu mener à bien jusqu'à présent. Dégageons donc de la façon la plus condensée possible ce qui, dans toutes ces données et opinions contradictoires, peut rejoindre notre propre ligne de pensée. Une de ces conceptions ôte au problème de la reproduction son attrait de mystère en voyant en elle un cas particulier de la croissance, multiplication par division, germination, bourgeonnement. On pourrait, dans la perspective toute positive de Darwin, se représenter ainsi l'origine de la reproduction par cellules germinales sexuellement différenciées. L'avantage de l'amphimixis, obtenu un jour par la copulation fortuite de deux protistes, a été maintenu et exploité dans l'évolution ultérieure. Pourtant, Weissmann, dans le plasma germinal, va jusqu'à nier l'existence de cet avantage. La fécondation ne signifie en aucun cas un rajeunissement ou un renouvellement de la vie. Elle ne serait absolument pas nécessaire à la continuation de la vie. Elle n'est rien d'autre qu'un dispositif capable d'assurer la combinaison de deux tendances héréditaires différentes. Il considère cependant qu'une telle combinaison a pour effet une augmentation de la variabilité des êtres vivants. Le sexe ne serait donc pas quelque chose de très ancien et les pulsions extraordinairement violentes qui tendent à l'union sexuelle répéteraient ainsi quelque chose qui a eu lieu fortuitement et depuis s'est consolidé en raison de l'avantage procuré. La question se pose ici, comme dans le cas de la mort, de savoir si l'on ne doit pas supposer chez les protistes l'existence de quelque chose d'autre que leurs propriétés manifestes, et si l'on peut admettre que des forces et des processus qui ne deviennent perceptibles que chez des êtres vivants supérieurs
n'ont vraiment pris naissance que chez eux. La conception de la sexualité à laquelle nous faisons allusion est d'un faible secours pour notre propos. On pourra lui objecter qu'elle présuppose l'existence de pulsions de vie qui sont déjà à l'œuvre dans l'être vivant le plus simple, sans quoi la copulation qui vient s'opposer au cours vital et rendre difficile la tâche de mener la vie à sa fin n'aurait pas été maintenue et perfectionnée, mais bien évitée. Si donc nous ne voulons pas renoncer à l'hypothèse des pulsions de mort, il faut leur associer absolument d'emblée des pulsions de vie. Mais nous devons admettre que nous travaillons là sur une équation à deux inconnus. La science nous en apprend d'ailleurs si peu sur l'apparition de la sexualité que l'on peut comparer ce problème à une nuit obscure où n'a même pas pénétré le rayon de lumière d'une hypothèse. Dans un tout autre domaine, sans doute, trouvons-nous une telle hypothèse, mais elle est d'un genre si fantastique, certainement plus proche du mythe que de l'explication scientifique, que je n'oserais pas en faire état ici si elle ne satisfaisait précisément à la condition même que nous cherchons à remplir. Elle fait dériver une pulsion du besoin de rétablir un état antérieur. Il s'agit bien sûr de la théorie que Platon, dans le Banquet, fait développer par Aristophane et qui ne traite pas seulement de l'origine de la pulsion sexuelle, mais aussi de la plus importante de ses variations quant à l'objet. En effet, au temps jadis, notre nature n'était point identique à ce qu'elle est maintenant, mais d'autres sortes. Tout d'abord, l'humanité comprenait trois sexes, et non pas deux, mâles et femelles, comme maintenant. Non, il en existait en outre un troisième, tenant des deux autres réunis, l'androgyne. Tout dans ces êtres humains était double. Ils avaient donc 4 mains et 4 pieds, 2 visages, des parties honteuses doubles. Zeus se décida alors à partager chacun de ces êtres humains en deux, comme on coupe les cornes pour en faire des conserves. Le corps étant coupé en deux, une nostalgie poussait les deux moitiés à se rejoindre. S'empoignant à bras le corps, elles s'enlaçaient l'un à l'autre dans la passion de ne faire qu'un. Devons-nous, comme nous y engage le philosophe poète, hasarder l'hypothèse que la substance vivante, au moment où elle prit vie, se déchira en petites particules et que celles-ci, depuis lors, tendent à se réunir à nouveau sous l'effet des pulsions sexuelles. Je dois au professeur Heinrich Gompers de Vienne les indications suivantes sur l'origine du mythe platonicien que je donne ici partiellement en citant ses propres termes. On peut remarquer à ce sujet que la même théorie se retrouve déjà pour l'essentiel dans les Upanishads. Nous trouvons en effet dans l'Upanishad Brihad Aranyaka, où est décrite la genèse du monde à partir de l'Atman, le soi ou moi. Mais il, l'Atman, le soi ou le moi, n'éprouvait pas de joie. Il n'éprouvait pas de joie parce qu'il était seul. Il désira qu'il y ait un second. Et il était aussi grand qu'une femme et un homme quand ils se tiennent enlacés. Ce soi qui était sien, il le fit se diviser en deux, de là sortir époux et épouse. C'est pourquoi le corps du soi est semblable à la moitié d'une coquille. Voilà ce qu'a dit Yanea Valkya, et c'est pourquoi cet espace vide ici est rempli par la femme. L'Upanishad Brihad Aranyaka est la plus ancienne de toutes les Upanishads, et aucun chercheur compétent ne la situerait plus tard que l'an 800 avant Jésus-Christ. Contrairement à l'opinion régnante, je ne nierai absolument pas la possibilité d'une influence, même indirecte, sur Platon de ses conceptions indiennes. En effet, une telle possibilité ne peut être exclue dans le cas de la théorie de la métempsychose. L'existence d'une telle influence, qui serait transmise avant tout par les pythagoriciens, ne diminuerait guère la signification de la rencontre de ces deux pensées. Platon, en effet, n'aurait pas repris à son compte une histoire de ce genre livrée par quelques traditions orientales, et à plus forte raison, il ne lui aurait pas donné une place si importante si elle ne l'ayait frappé par ce qu'elle contenait de vérité. Ziegler fait dériver celle-ci de certaines conceptions babyloniennes.